Alors, il va être difficile de faire une transition avec les Rita Mitsuko, mais je crois que c'est quand même possible, puisque je vais vous parler de l'illusion comique de Pierre Corneille, qui finalement n'est pas si éloigné de cela que les Rita Mitsuko, la chanson qu'on vient d'entendre. Alors donc, il s'agit d'une pièce de théâtre tragicomique, écrite en 1635 et mise en scène pour la première fois en 1636. Pierre Corneille imagine une intrigue dont le premier lever de rideau laisse entrevoir un premier décor et un premier lieu. Il s'agit de la grotte mystérieuse du magicien Alcandre, qui se situe en Touraine, où se rend Pridamant sur les conseils de son ami Dorante. En effet, Pridamant recherche désespérément son fils Clindor, qui a fugué, ne supportant plus l'austérité de la vie familiale, Alcandre va lui donner la possibilité de le revoir. Il raconte tout d'abord les péripéties de Clindor, puis un deuxième rideau se lève qui permet à Pridamant d'assister en spectateur et témoin au déroulement de l'actuelle vie à Bordeaux de Clindor, devenu le valet du capitaine Matamor, qu'Alcandre, comme par magie, fait apparaître sous ses yeux. À l'instar des poupées gigognes, il s'agit donc d'un théâtre, la grotte d'Alcandre, puis d'un deuxième théâtre dans le théâtre, celui de la vie de Clindor, qui verra un troisième et ultime rideau se lever au moment crucial du dénouement de la pièce comme révélation de la vérité. Je n'en dirai pas plus pour l'instant. Pour ce faire, Corneille utilise le ressort du comique théâtral comme surprise et brusque dévoilement dans une double perspective. D'une part, le comique parodique lui sert à porter un regard critique sur la propension au sérieux de son temps, dont les tragédies sont le reflet, parfois artificiel et surjoué, dans leur dimension pathétique. Il est vrai que le XVIIe siècle n'est guère enclin au rire et est particulièrement marqué par un retour à l'austérité, en puissante réaction contre le grand éclat de rire de la Renaissance, dont Michael Bakhtin nous parle notamment à propos du rire de Rabelais. Cela justifie le retour à une dévalorisation de l'art comique que certains philosophes tels Platon et Aristote ont initié dès l'Antiquité grecque. C'est sans doute une des raisons pour lesquelles on connaît davantage Corneille pour le Cid que pour l'illusion comique, théâtre qui a néanmoins connu un certain succès malgré les critiques. D'autre part, cette pièce originale se démarque par son style baroque, avec l'époque classique et les règles du théâtre notamment définies par Boileau dans son art poétique. Ainsi, le culte de la raison caractérise les auteurs classiques. Contrairement aux auteurs baroques, ils ont le souci de la régularité, de l'équilibre, de la mesure. C'est au nom d'un certain ordre esthétique et moral qu'ils se fixent comme règles littéraires la sobriété, la clarté du style, l'imitation des auteurs anciens et la volonté de plaire et d'instruire dans une perspective non sophistique, mais morale et didactique. Les représentations artistiques de son époque sont d'ailleurs largement influencées par la conception aristotélicienne, fort discutable au demeurant, d'une supériorité de la tragédie sur la comédie. On réduit donc volontiers l'œuvre de Corneille à cette conception théâtrale, le classant souvent comme l'auteur de tragédies classiques, rival de Racine. Pourtant, il a commis en cette illusion comique un théâtre atypique, avant-gardiste, moderne d'une certaine manière, qu'il présente à la nièce de Richelieu en ces termes. Je le cite. « Voici un étrange monstre que je vous dédie. Le premier acte n'est qu'un prologue. Les trois suivants font une comédie imparfaite. Le dernier est une tragédie, et tout cela cousu ensemble fait une comédie. Qu'on en nomme l'invention bizarre et extravagante tant qu'on voudra, elle est nouvelle. Et souvent, la grâce de la nouveauté, parmi nos Français, n'est pas un petit degré de bonté. » Fermez donc les guillemets, fin de citation. Cette étrange monstruosité de la pièce, dont Corneille avertit avec précaution le lecteur et le public, cette dernière ayant visiblement choqué ses contemporains, tiendrait donc à la fois du style, de la mise en évidence de la puissance trompeuse de l'illusion, pourtant nécessaire pour faire éclore la vérité dont le genre comique est porteur et révélateur. Par ailleurs, ce comique témoigne également d'un regard philosophique critique.
Il est pourfendeur des illusions que se font les hommes sur eux-mêmes et sur leur propre existence. Ce tragicomique théâtral permet enfin une réflexion sur l'illusion, dont l'illusion suprême serait de prétendre l'éradiquer. Ainsi, le rire provoqué par le comique n'est-il pas une sage manière d'accepter la nécessité des illusions dont le voile ne semble jamais totalement se déchirer pour arriver à l'ultime vérité? Dans le dernier acte de la pièce, le mage Alcandre fait l'éloge du théâtre, lequel est la possibilité d'incarner l'illusion et de mettre en évidence cette illusion de l'illusion concernant la possibilité d'atteindre la vérité absolue que la célèbre pièce baroque de Calderon souligne déjà par son titre. La vie est un songe. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Qu'est-ce qui est réel? Qu'est-ce qui est illusoire? Ce n'est finalement pas un hasard si Corneille renomme plus tard sa pièce l'illusion, tout court, permettant ainsi une réflexion quasiment métaphysique sur l'illusion comme essence de l'existence et du savoir progressif de l'existence, dont finalement seule la mort pourrait peut-être entièrement déchirer le voile. On se propose donc dans cette communication d'analyser en premier lieu cette illusion comique, à la fois trompeuse par ses feintes, mais pourtant pourfendeuse d'illusions, que deux personnages incarnent principalement. L'un par sa capacité créatrice de mise en scène, de la comédie comme feinte savante, l'autre par son ignorance et sa propension à s'illusionner lui-même et à s'illusionner sur lui-même. Il s'agit donc respectivement du magicien Alcandre et de Matamor. Donc, premier point, de l'illusion tragicomique du théâtre au comique pourfendeur d'illusions. Premièrement, donc, l'on peut s'apercevoir de ce théâtre dans le théâtre qui ne serait ni plus ni moins peut-être que la grotte d'Alcandre qui revisite en tout cas l'allégorie de la caverne de Platon. L'invention d'un théâtre dans le théâtre, dispositif baroque de mise en abîme, est sans doute la meilleure façon d'incarner ce qu'est l'illusion, dont l'étymologie latine illudere signifie tromper, se jouer de, feindre. Sa particularité est de persister quand bien même la vérité se fait jour, au contraire de l'erreur qui, une fois débusquée, est rectifiée sur le champ, on l'espère. C'est que l'illusion dont les arcanes du désir et de la sensibilité nous font prendre des vessies pour des lanternes apparaît parfois plus vraie que la vérité, plus réelle que la réalité, se fondant, se confondant en elle. Ainsi, tout homme peut-il se laisser berner par ces multiples mirages, sensibles, sensoriels, psychiques, intellectuels, moraux, théâtraux? Dans la pièce de Corneille, c'est d'abord le cadre de la grotte du magicien Alcandre qui permet au spectateur et à Prydamon une première immersion dans les eaux d'abord peu profondes de l'illusion, à laquelle l'un et l'autre croient. Même si le spectateur sait qu'il est au théâtre, il se laisse tout de même emporter par le spectacle de l'illusion première. Le lecteur de la pièce est quant à lui déjà averti du subterfuge théâtral annoncé par la didascalie à la scène 2 de l'acte 1. Je cite: « Il donne un coup de baguette et on tire un rideau derrière lequel sont en parade les plus beaux habits des comédiens. » Fin de citation. Alcandre, Corneille d'une certaine manière, le créateur de cette première illusion, est loin d'utiliser les artefacts mécaniques, souvent spectaculaires, propres au théâtre du XVIIe siècle, qui de nos jours se prolongent dans la simulation virtuelle dont nombreux films cinématographiques s'inspirent. À l'instar de Matrix, où les hommes pensent vivre dans le réel alors qu'ils sont dans un programme virtuel, ou bien encore des hommes de la caverne qui prennent les ombres pour la réalité et la seule vérité, la sombre grotte est le lieu propice dans lequel le magicien Alcandre fait apparaître Clindor en laissant croire à Prydamon et aux spectateurs qu'il s'agit là de sa véritable existence. Ce premier degré de l'illusion est donc d'abord celui de l'apparence que Prydamon et le spectateur prennent pour la réalité. En un sens phénoménologique, l'apparence n'est pas trompeuse. En tant qu'apparition, elle est la manifestation de la réalité, elle est la réalité et ne cache aucun arrière-monde. Mais encore faut-il croire ce que l'on voit, savoir voir, savoir entendre. En effet, au tout début de la pièce, dans la scène 1 de l'acte 1, tout est déjà annoncé.
qui sera confirmé dans l'acte 5 par Alcandre qui dit à Pridamant « N'en croyez que vos yeux ». C'est pourquoi Corneille se distingue de Platon en ceci que la grotte est le seul lieu de la vérité, au contraire de l'allégorie de la caverne que Platon nous invite à quitter pour accéder au monde intelligible et donc à la vérité. Le mouvement n'est donc pas ascendant, mais descendant, comme la désillusion qui nous fait tomber de Charybde en Scylla. Il s'agit donc de s'enfoncer plus avant dans l'obscurité de la grotte, c'est-à-dire dans les eaux les plus profondes de l'illusion, pour percevoir en son fond la lumière de la vérité. L'illusion est ainsi la condition de possibilité de la vérité, laquelle, par son dévoilement progressif, emprunte le chemin de la désillusion, mais gagne en lucidité. De quelle vérité de l'illusion est-il ici question dans cette pièce? Il s'agit d'une part de la vérité du théâtre, dont le mimétisme de la vie, par son jeu, proche de la simulation, nous fait parfois y être plus que dans la vie réelle. Ainsi, des thèmes existentiels de l'amour, de la jalousie, de l'infidélité, de la mort, du meurtre, que jouent les personnages de Clindor, d'Isabelle, de Lise, d'Adraste, etc. Et que croit réel Pridamant, tout comme le spectateur peut s'y laisser prendre. D'autre part, la vie est elle-même un théâtre fait d'illusions, dans lequel nous entrons à notre naissance et que nous quitterons à notre mort. Les stoïciens, Épictète notamment, l'ont suffisamment mis en évidence, montrant l'exagération de nos représentations, finalement toujours illusoires, soit par optimisme, soit par pessimisme. Shakespeare ensuite reprend cette pensée. Je le cite, « Le monde est un théâtre et tout hommes et femmes n'en sont que les acteurs. Et notre vie durant, nous jouons plusieurs rôles. » Ainsi de Clindor, qui trouvera le sien dans le métier de comédien. La vie est donc le théâtre des illusions, en son fond tragique ou rendu tragique par notre représentation de la mort, que la comédie nous aide à appréhender par le recul critique ou le double regard qu'elle opère en nous. Elle nous oblige par une focale maximale à nous déprendre de nos propres illusions, en étant d'abord acteurs pris dans le pathétique de l'illusion, puis spectateurs du théâtre de notre propre vie. Dans le rire, Bergson justifie ainsi cette possibilité de vue maximale, autrement nommée position du spectateur, spectateur de la vie et de la sienne, par la mise en évidence d'un des ressorts du comique. Je le cite. « Détachez-vous maintenant, assistez à la vie en spectateur indifférent, bien des drames tourneront à la comédie. Combien d'actions humaines résisteraient à une épreuve de ce genre? Et ne verrions-nous pas beaucoup d'entre elles passer tout à coup du grave au plaisant, si nous les isolions de la musique de sentiments qui les accompagne? Le comique exige donc enfin, pour produire tout son effet, quelque chose comme une anesthésie momentanée du cœur. Il s'adresse à l'intelligence pure. » Fin de citation. Ainsi, sauf Zoroastre, nul ne peut naître en riant. Le rire est rétroactif et suppose donc un deuxième temps que le dénouement du théâtre dans le théâtre apporte, dévoilant brusquement la vérité sur Clindor et nous faisant dire « ce n'était que cela, une pièce de théâtre. Clindor n'est qu'un comédien. Il est mort pour de faux. La farce est énorme, mais elle a pris jusqu'au moment où Alcandre montre les fausses funérailles de Clindor et dit la vérité à Pridamant, qui comprend brusquement la supercherie. Effet de surprise pour Pridamant et pour le spectateur. Soulagement. La tragédie était une feinte. L'illusion, en être dupe, est comique parce qu'après coup, elle paraît dérisoire. Et c'est en effet par cette capacité comique que l'illusion peut se dissiper, ainsi que la tragédie qui l'accompagne inévitablement. Tout est bien qui finit bien, la pièce se terminant d'une part par les retrouvailles et réconciliations du père, désormais éclairé sur l'amour qu'il porte à son fils, sur la nature caméléone et opportuniste de ce dernier, sur ses errances qui ne pouvaient que l'acheminer vers le métier de comédien. D'autre part, c'est aussi par le truchement de Clindor que Pridamant reconsidère les vertus pédagogiques du théâtre et la noblesse du métier de comédien. Je le cite. « Il est vrai que d'abord mon âme s'est émue.
J'ai cru la comédie au point où je l'ai vue. J'en ignorais l'éclat, l'utilité, l'appât, et la blâmais ainsi ne la connaissant pas. Mais depuis vos discours, mon cœur plein d'allégresse a banni cette erreur avec sa tristesse. Clin d'or a trop bien fait. Mais c'est sans compter sur le véritable talent de deux personnages, le mage Alcandre, qui dans son éloge du théâtre, permet de reconsidérer positivement l'art de la comédie comme dévoilement de la vérité. C'est ensuite Matamor, le personnage comique par excellence, dont on rit et qui fait rire malgré lui. Donc, deuxième partie, deux personnages au comique antithétique. D'abord Alcandre, qui est d'une certaine manière, encore une fois, Corneille incarné, ou l'art de la feinte savante. Corneille est donc à sa façon le précurseur du gai savoir, par la création de la feinte savante, qui éclaire tout autant sur l'illusion comique au théâtre que sur l'illusion propre à l'existence. Le personnage d'Alcandre l'incarne en laissant progressivement entrevoir sa véritable nature, non celle d'un mage au pouvoir surnaturel, mais celle d'un metteur en scène, créateur de l'illusion théâtrale comme moyen de connaître et d'accoucher les âmes d'un savoir qu'elles portent en elles, une fois les illusions dissipées. À l'instar de Socrate, qui feint de ne pas savoir en usant de l'ironie, Alcandre utilise la ruse pédagogique de l'illusion théâtrale, plus précisément de la farce tragicomique, afin de conduire prudemment sur le chemin du savoir et de la sagesse, quitte à aller jusqu'à ce troisième degré de l'illusion qui consiste à le laisser croire en la mort de son fils pour qu'il accepte définitivement ce qu'est devenu ce dernier, à savoir un comédien. La mort est donc le révélateur ultime des illusions existentielles, du moins peut-on le supposer. Elle est le moment où le rideau tombe qui achève le théâtre de la vie et met fin aux illusions. Elle l'est aussi au théâtre par le bouleversement émotionnel et le réveil qu'elle opère sur celui qui la voit en face, qu'il soit spectateur ou acteur. Ainsi, de prudemment, donc, Corneille explique la nécessité de ce coup de théâtre dans son examen de 1660. Je le cite. « Ces messieurs, n'entendant pas assez la finesse du théâtre, attribuent cette conformité à peu d'invention, quoiqu'elle ne soit qu'un coup d'adresse. Il fallait que le père de Clin d'or, à qui le magicien a fait voir la mort de son fils, fût conduit par cet artifice à une véritable douleur, afin qu'après avoir reconnu la tromperie, sa surprise fût grande et son retour vers la joie plus agréable. » Fin de citation. Si généralement dans la vie, on ne badine pas avec la mort, dans une comédie, on le peut. On peut même rire d'elle, rire à partir d'elle. C'est en tout cas ce qu'Alcandre, par la magie de l'illusion et ses effets sur Prudamment, réussit à mettre en place. Le dispositif théâtral, didactique par sa pédagogie progressive, que les trois couches de l'illusion comique permettent de mettre en évidence, fonctionne sur Prudamment comme fonctionne tout autant la maïeutique socratique, mettant en évidence l'acheminement dialectique de la pensée philosophique vers la vérité. Tout accoucheur d'âme soit-il, pédagogue et psychagogue, à la fois, Socrate et Alcandre ne sont pas des femmes savantes, mais ils incarnent à la perfection et modestement les feintes savantes, conduisant ainsi tous les hommes à exercer un regard critique. En effet, Socrate et Alcandre sont l'un et l'autre des sages philosophes ou mages, éveilleurs de conscience, dont les vertus sont à la fois intellectuelles, psychologiques et morales. Mais si la maïeutique socratique invite à ne pas en croire ses yeux, en sortant du monde sensible de la caverne, la grotte d'Alcandre, dont l'originalité est de déborder la scène en incluant le spectateur tout aussi concerné que Prudamment par les illusions trompeuses, propose de n'en croire que ses yeux, en recherchant une vérité immanente dans l'illusion comique dont le théâtre est la manifestation. L'illusion est donc bien la condition du gai savoir que le métathéâtre cornélien met en scène, tout en permettant en même temps de mener une réflexion sur l'illusion théâtrale comme dévoilement de la vérité. L'éloge du théâtre que fait Alcandre à la fin de la pièce ne peut en être que l'aboutissement.
je cite, « Cessez de vous en plaindre, à présent le théâtre est en un point si haut que chacun l'idolâtre, et ce que votre temps voyait avec mépris est aujourd'hui l'amour de tous les bons esprits. » Fin de citation. La grotte d'Alcandre est ainsi la version tragicomique modernisée du sérieux de l'allégorie de la caverne où le rire est d'emblée condamné, n'apparaissant que sous la triple forme négative, du rire de l'ignorance, du rire inesthétique, du rire immoral, notamment celui de la moquerie, lorsque le philosophe qui y revient devient la risée de ses anciens camarades qui le pensent fou, car, je cite, « pour être monté là-haut, il en est revenu les yeux gâtés ». Fin de citation. Des traces de cette condamnation ressurgissent au XVIIe siècle, que Corneille déboute quelque peu en réhabilitant la comédie comme un art égal à la tragédie, voire supérieur parce que seul en mesure de dissiper les illusions. D'où le déroulement de ce théâtre tragique à l'intérieur de l'illusion comique dont le seul personnage comique central est Matamore. Donc, deuxième personnage, Matamore ou l'art de la parole illusoire. Il est le seul personnage comique de la pièce tragique, tragicomique, qu'Alcandre montre à prix d'amant dans la grotte. Il apparaît, ce personnage, dès la scène 2 de l'acte 2. Dans son examen, Corneille écrit à son propos, je cite, « Il y en a même un qui n'a d'être que dans l'imagination, inventé exprès pour faire rire et dont il ne se trouve point d'original parmi les hommes. C'est un capitan qui soutient assez son caractère de fanfaron pour me permettre de croire qu'on en trouvera peu, dans quelque langue que ce soit, qui s'en acquitte mieux. » Fin de citation. Personnage de la Commedia dell'arte, trouillard et vantard, il est inspiré de Rodomont, personnage du Roland furieux que l'Arioste avait emprunté au Roland amoureux de Boiardo. Moins de 50 ans après le décès de l'Arioste, Rodomont devenait en français un nom commun désignant un fanfaron, un fier à bras. Le personnage de Matamore, qui désigne en espagnol « celui qui tue les morts », est une parodie de l'héroïsme militaire en vogue dans les théâtres espagnols, italiens, français et anglais de l'époque. Héros en parole, Matamore est l'antithèse du véritable héros en acte, incarné par le Cid, terme qui signifie « maître du champ de bataille » et qui représente une figure légendaire de guerrier chrétien dans l'Espagne musulmane. Matamore, qui a une haute opinion de lui-même, est bien loin de cette bravoure, même si la force rhétorique qui le qualifie en donne l'apparence. Sa parole fait illusion, mais elle n'est pas feinte, car Matamore croit en ce qu'il raconte. Du moins peut-on le penser. Je le cite. « Contemple, mon ami, contemple ce visage, tu vois un abrégé de toutes les vertus, d'un monde d'ennemis sous mes pieds abattus, dont la race est périe et la terre déserte, pas un qu'à son orgueil n'a jamais dû sa perte. Tous ceux qui font hommage à mes perfections conservent leur état par leur submission. » Fin de citation. C'est pourquoi Matamore, par ses excès, est une caricature, c'est-à-dire, selon la thèse bergsonienne, du mécanique plaqué sur du vivant. La fonction de ce comique de caractère que l'on retrouve dans l'existence est double. Il s'agit de corriger les imperfections et excès humains, pathétisme, distraction, vantardise, en provoquant le rire, lequel permet de se dépouiller de toute illusion par le dévoilement progressif, mais jamais fini, de la vérité. L'illusion comique est donc, paradoxalement, porteuse d'une réflexion lucide sur soi, le monde et aussi la création artistique. Cependant, Matamore est un personnage ambigu qui reste pris dans les filets des illusions sur lui-même. Il y a du pathétique, voire du tragique en lui, car Matamore ne peut pas prendre conscience de ses propres défauts, même si au contact d'Isabelle et de Clindor, contre lequel il se met en colère, lorsqu'il les surprend à parler de leur amour, il perçoit progressivement son impuissance à agir. En effet, terrassé par la peur qui l'habite, après avoir verbalement menacé Clindor, il préfère encore jouer en parole les bravaches généreux. Je le cite.
Va, pour la conquérir, n'use plus d'artifice. Je te la veux donner pour prix de tes services. Plains-toi dorénavant d'avoir un maître ingrat. » Ainsi, fin de citation. Ainsi, Matamor cache toujours sa peur derrière son panache verbal, dont il est le seul dupe. S'il fait rire, c'est malgré lui. Lorsqu'il n'est pas humilié par Géronte, le père d'Isabelle, il est la risée des hommes, notamment de Clindor, qui le flatte souvent et invente par exemple pour lui des prouesses auxquelles il croit. Mais de cette moquerie, Matamor ne se rend pas toujours compte, car il s'identifie constamment au personnage imaginaire qu'il invente à la mesure de ses paroles ou de celles de son valet. Si Matamor est un personnage de pure fantaisie comique, dont il ne se trouve point d'original parmi les hommes, dit Corneille, que la tenue de scènes extravagantes représente, il a des vêtements bigarrés et des accessoires, une épée et un chapeau de taille exagéré, on se surprend pourtant à penser que Corneille reverrait son jugement, en trouvant sans doute beaucoup de Matamor ou qui font le Matamor chez nos contemporains, à commencer peut-être par nos représentants politiques. Confondant donc la réalité avec la fiction et ou le rêve, symptôme de nos sociétés actuelles, Matamor serait sans doute qualifié par les psychologues de mythomane ou de mégalomane, à l'instar d'un certain Don Quichotte auquel il ressemble. Matamor est finalement un personnage central puisqu'il incarne toute la complexité et l'ambiguïté de ce que la pièce montre, à savoir l'illusion humaine dont le comique réside en tout cas dans l'ignorance de l'illusion qu'il se fait de lui-même. Mais cette ignorance est aussi tragique, car Matamor ne peut que se réfugier dans son imaginaire. Il n'a ni les moyens d'assumer sa lâcheté, ni les moyens d'assumer son ambition, ou si l'on préfère, son moi idéal, conditionné par un imaginaire chevaleresque. Cependant, quand la réalité refait surface et que, par exemple, une certaine Lise le remet face à lui-même et à sa propre peur, il retombe sur ses pattes par des pirouettes verbales que la métaphore du cheval vaillant et courageux d'Alexandre rehausse, montrant alors un Matamor à la hauteur de ce qu'il croit être, en domptant sa peur. Et je terminerai sur cette réplique, ces deux répliques. Lise dit donc à Matamor « Mais oui, vous tremblez, la vôtre est sans égale. » Matamor « Parce qu'elle a bon pas, j'en fais mon bucéphale. Lorsque je la domptais, je lui fis cette loi, et depuis, quand je marche, elle tremble sous moi. » Voilà, je vous remercie.